Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extraterrien dédié à la nutrition sportive avec notre partenaire NutriPure. Chaque mois, on revient sur une problématique que les athlètes rencontrent régulièrement. Le but, c'est de vous donner des conseils, de vous apporter aussi des preuves scientifiques de l'utilisation en fait de la nutrition comme critère de performance pour effectivement progresser dans votre pratique sportive, mais aussi avoir un rythme de vie plus sain, plus équilibré et être plus heureux. Voilà, tout simplement être une meilleure version de vous-même. Et je suis accompagné de ma nutritionniste préférée, Marie. Salut Marie, comment ça va? Ça va super, merci et toi? Bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu prise de force, prise de masse musculaire aussi. On va voir un petit peu les erreurs, les mensonges, les pièges dans lesquels on peut tomber. Peut-être juste avant, pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et responsable nutrition chez NutriPure pour accompagner donc tous les athlètes de haut niveau à atteindre leur plein potentiel sans sacrifier leur santé mentale ou physique. En parallèle, il y a également le service nutrition qui est mis à disposition pour toute personne qui souhaiterait atteindre ses objectifs. Bon, bah, écoute, super, et tu hyper pertinente pour parler de ce sujet-là aujourd'hui avec nous. Vous accompagnez aussi pas mal de rugbyman, des judokas, Ouais. donc des gens qui connaissent les problématiques de la force, aussi quelques crossfitters et des pratiquants d'aerox. Aerox, ouais. Donc ça tombe bien. Moi, la première question que je voulais te poser, c'était peut-être un peu de revenir au b.a.-ba rapidement en introduction, mais pourquoi est-ce qu'on fait aussi rapidement le parallèle entre prise de protéines et prise de force? Alors, tout simplement parce que les fibres musculaires se composent donc de protéines, raison pour laquelle quand on souhaite se développer sur la partie musculaire, on va en première intention solliciter la fibre musculaire au travers d'une activité physique et en récupération, apporter des protéines pour reconstituer les fibres musculaires et obtenir un gain et une masse associée. À noter que ce n'est pas la protéine seule qui permettra de développer, la masse musculaire, c'est vraiment l'ensemble des composantes, notamment les glucides qui sont parfois négligés, qui vont permettre de développer, la masse musculaire de l'individu. OK. Donc augmenter, la dose de protéines, absorbée par jour, ça fait pas tout. Non, effectivement, ça suffit pas. Il faut et ça on enfin, faut pas l'oublier, même si ça paraît logique, avoir une sollicitation musculaire qui est suffisante. Manger juste plus de S'entraîner. protéines, voilà, s'entraîner, on en revient aux fondamentaux. Mais manger juste plus de protéines, ça ne suffira pas. Il faut le corps, il est assez, il y a une logique, hein, il faut solliciter pour derrière reconstruire. Mais effectivement, prendre du poids, prendre du muscle, c'est très coûteux en énergie et c'est là où les glucides vont avoir un rôle à jouer. Les lipides vont intervenir aussi dans toutes les synthèses hormonales. Donc c'est vraiment l'équilibre des différents macros, mais effectivement, l'apport en protéines sera plus élevé dans le cadre d'une prise de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe si on augmente juste la quantité de protéines et qu'on n'augmente pas sa quantité de glucides? En fait, en réalité, il faut augmenter l'apport calorique, Mmh. faire en sorte que les apports soient supérieurs aux dépenses, donc générer ce qu'on appelle un surplus calorique, de l'ordre de 5 à 10 pour quand même marquer le coup. À contrario, dans une perte de masse grasse, on est en déficit, donc on est 5 à 10 en dessous de nos dépenses. Donc tout simplement, on ne verra pas de résultat si on est à l'identique. On va être dans un maintien, à partir du moment où le poids se stabilise, ça induit que les apports sont à l'identique des dépenses. Entrée égale sortie en résumé. Donc l'idée là, c'est d'être justement en surcharge, au niveau apport, calorique. Il y a un ratio entre les glucides et les protéines à garder? Alors sur les protéines, pour donner un chiffre assez précis, généralement on va tendre vers 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Sur l'aspect glucides, on va rester dans la fourchette des 40 à 55 de l'apport énergétique total, pour Mmh. garder quand même des lipides aussi. Mais voilà, sur les protéines, faut entendre que plus ne signifie pas nécessairement mieux. On a tendance, et je le vois, ça fait partie des erreurs qui peuvent être qui sont commises parfois, de surcharger en protéines et de ne voir que par la protéine, mais plus ne signifie pas nécessairement mieux puisqu'on a un quota d'absorption qui est défini, donc l'excédent ne sera tout simplement pas assimilé et ça peut être à risque. Souvent au niveau digestif, les protéines, si on en surconsomme, on peut, voilà, le payer un peu au niveau digestif. Donc faut, voilà, respecter les recommandations et c'est le calcul est assez simple, on fait fois 2 sur son poids de corps.
OK. Ouais. J'ai entendu que aussi les surplus de protéines pouvaient, être pénalisants aussi pour les reins. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'on les évacue et du coup, C'est ça, c'est les reins qui travaillent, on quoi. va les filtrer, niveau rénal, oui, un excédent de protéines, c'est pas nécessairement bon. Puis en excès, la protéine, elle est acidifiante, donc ça génère de l'inflammation pour le corps. Donc derrière, l'organisme, il peut, bah, déminéraliser un petit peu au niveau osseux pour contrecarrer cette acidité. Enfin, il y a pas vraiment d'avantage à surconsommer, à être dans l'excès. Au contraire, on n'en tirera pas plus de bénéfices. OK. Alors dans ce cas-là, dans quel cas la complémentation en protéines, elle va être pertinente et peut-être voire nécessaire? Alors, à partir du moment où l'alimentation ne permet plus de couvrir les besoins en protéines, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la protéine, elle est quand même coûteuse. Viande, poisson, œufs, ça représente un certain budget si on a une ration de type rugbyman, par exemple. Il y a quand même des assiettes qui sont assez costauds. Donc c'est vrai qu'il y a le côté très pratique du shaker qui permet surtout de fractionner les fameux apports en protéines. Nécessairement, on va intégrer des collations, en fait. Dans le cadre Mmh. d'une prise de masse musculaire, on va on va avoir du mal à se limiter à 3 repas par jour, donc le fractionnement sera possible au travers du shaker de protéines qui est très pratique. Mmh. On entend beaucoup, chez les on va dire les gros sportifs qui ont des grosses consommations de protéines, le créneau des 3-4 heures. Pourquoi cette durée-là? Généralement, les prises alimentaires, on les prend toutes les 3-4 heures puisqu'en fait, c'est le temps que l'organisme va mettre à digérer à la fois les lipides, les protéines, tous les glucides. Enfin, C'est un cycle de c'est digestion. exactement, c'est repartir sur des nouveaux apports pour en tirer le maximum de bénéfices et d'absorption. Est-ce qu'il existe quand même, tu vois, des compléments qui peuvent être un peu, surcotés dans, effectivement la prise de force, la prise de masse? Ou de ton expérience, tu vois, peut-être dans quel ordre il faut, prioriser, les compléments à prendre? Les plus pertinents, à choisir? Ouais, les plus pertinents et les moins pertinents. Je pense les plus pertinents, bah, effectivement, le fait de compléter en protéines pour avoir déjà les bons apports. La créatine qui va être hyper intéressante, dans un objectif de prise de masse musculaire, tout simplement parce qu'on va, généralement observer donc une rétention d'eau intramusculaire associée à une prise de muscle, mais surtout à un gain de force, d'explosivité, de puissance. Donc ça va être hyper intéressant pour aider le sportif à développer cette force et cette masse-là. Après, on peut partir sur, typiquement là, on développe un lean gainer qui va permettre justement d'avoir, à la fois l'apport en glucides et en protéines pour compléter en fait et également des lipides, pour compléter en fait dans le cadre d'une collation équilibrée, avoir un bon apport calorique, Mmh. de qualité avec notamment on a décidé d'avoir une vision aussi, digestive parce que souvent en fait quand on a des gros apports et des rations aussi conséquentes, l'organisme, il est toujours en digestion et ça peut fatiguer aussi. Donc on Mmh. a on a associé de la glutamine dans ce gainer pour faciliter aussi la digestion, les enzymes et cetera, aider un peu à soulager tout ça. Donc ça peut être aussi un complément très utile, le fait de s'orienter vers un gainer, c'est une belle alternative de collation. OK. Est-ce que, juste, se complémenter, tu vois, ça peut suffire ou est-ce qu'il faut absolument que je modifie aussi quelque chose dans mon alimentation? Alors, en partant du postulat, oui, que le point de départ, c'est l'assiette, il faut déjà qu'au niveau, alimentaire, la quantité soit suffisante, hein, comme je le Mmh. disais, des apports supérieurs aux dépenses énergétiques et également que la qualité soit quand même au rendez-vous parce que généralement, quand on cherche à prendre de la masse musculaire, dans un monde idéal, elle est de qualité. On cherche à développer donc la masse maigre et non pas la masse grasse, même si inévitablement, il y aura du tissu graisseux associé. Ça, c'est un fait et c'est la raison pour laquelle souvent on part sur une sèche a Mmh. posteriori donc d'une prise de masse musculaire. Donc effectivement, au niveau alimentaire, la qualité, on va partir sur plus des protéines, maigres, malgré tout des fruits, des légumes, des glucides complexes, des fibres. Enfin vraiment tout un tas d'apports en macro et micronutriments surtout pour pas négliger de famille d'aliments et de besoins nutritionnels. Tu vois des, micronutriments qui sont vraiment essentiels pour, les pratiquants de musculation, les pratiquants de CrossFit?
sur lequel, tu peux observer peut-être des carences ou tu vas recommander des complémentations? Sur la partie, développement musculaire, c'est vrai que le zinc et la vitamine D, ils interviennent dans le process de synthèse de la testostérone et ça, c'est quand Mmh. même, l'hormone masculine qui va être hyper intéressante dans le développement de la force. Et féminine aussi, hein, les Et femmes, féminine en également, oui, oui, mais mmh. à moindre moindre quantité heureusement. Mais oui, oui, complètement chez les 2 et c'est vrai que vitamine D, 80 de la population est carencée, surtout sur les périodes automne-hiver où on a moins d'ensoleillement. Donc ça, c'est intéressant d'être vigilant. Le zinc, OK. généralement, si on consomme, des protéines animales, on a moins de risques d'être déficitaire. Mais, c'est des points de vigilance sur lequel on peut regarder. Magnésium, après on revient un peu sur les indispensables, les incontournables avec oméga 3, magnésium, où il faut prêter attention aussi. OK. Si on pense un petit peu la stratégie, alimentaire et nutritionnelle, un peu au global, est-ce que, c'est un frein peut-être de s'entraîner à jeun? Le matin ou, effectivement, tu vois, en se disant: «Bah, voilà, je vais petit déjeuner, mais après ma séance». À quel point c'est pénalisant? Alors, la problématique du sport à jeun, c'est que derrière, on va peut-être avoir de la difficulté à couvrir ses apports alimentaires sur le restant de la journée. Comme je le disais, dans cet objectif de prise de masse musculaire, on va fractionner vraiment les prises pour maximiser l'absorption à chaque moment de la journée. Donc c'est vrai que ça peut être, une prise alimentaire en moins, donc forcément, il faudra la rajouter à un moment donné. Ou alors faire en sorte d'avoir peut-être une boisson d'effort ou quelques Mmh. BCA pendant l'entraînement pour ne pas perdre les bénéfices, de cette session-là après c'est pas sur un entraînement honnêtement qu'on amorce un catabolisme musculaire, c'est vraiment sur des jeûnes de plus longue durée. Mais, c'est plus le fait que oui, ça peut induire chez certains de la fatigue s'il y a pas les calories sont pas reportées sur le restant de la journée. OK. Petite question sur les rugbyman, tu vois, ils tournent à combien de repas par jour, en kilocal, sur une journée? C'est quoi les athlètes qui consomment le plus? Ah, ça peut être assez important. Donc globalement, on est sur du 3 repas et on va aller de 2 à 3 collations Waouh! sur la journée. Donc, oui, c'est des rations, en prise de masse musculaire où on atteint facilement les 5 000 – 6 000 calories OK. chez un athlète qui aurait, des entraînements biquotidiens, un poids de corps qui est déjà bien développé, ce qui justifie, des apports en protéines encore plus élevés. Parce que si on part donc le fameux x2 dont je parlais au démarrage, ne serait-ce que pour un rugbyman de 100 kilos, ça fait 200 grammes de protéines par Ouais, jour. c'est costaud, ouais. Un blanc de poulet, c'est 25 grammes de protéines. Donc, atteindre les 200, là, il va y avoir besoin de plein de prises alimentaires. Et pour le coup, oui, le total de la journée va devenir conséquent, niveau prix et calories, ouais. Mmh. Ils arrivent à le tenir toute l'année, ce rythme-là? Alors généralement, une prise de masse musculaire, c'est sur maximum 6 mois. On n'est pas, à l'année en prise de masse musculaire. On essaye quand même, voilà, de mettre des timings. Souvent, ça se fait un peu plus, en fonction des compétitions et cetera, des blocs où on travaille plus la force et le développement, on met l'accent sur ce surplus calorique. Et après, comme je le disais, la suite logique, c'est de revenir pour pas, brusquer l'organisme, on revient à apport égale dépense, on revient dans un maintien. Il y a une période transitoire avant d'amorcer donc une sèche et donc finalement une perte de masse grasse en déficit calorique. Mais pour pas choquer le corps de passer d'une prise de masse à une sèche, il y a quand même 2-3 Mmh. semaines, 2 semaines mettons, où on revient à l'équilibre des dépenses. C'est quoi le danger de passer de prise de masse à sèche, de façon un peu abrupte? Le danger en soi, il y en a pas réellement, c'est plus lui en termes de sensations Mmh. alimentaires. Il y avait des belles assiettes, des repas copieux, il va se sentir un peu frustré. C'est plus la frustration qui peut arriver chez le c'est en OK. termes de ressenti, effectivement, revenir à des portions un peu plus light pour justement, OK. optimiser le ratio poids-puissance en perdant de la masse grasse, en affûtant un petit peu l'organisme. Voilà, faut pas qu'il se retrouve frustré sur, les quantités. Ouais, il y a à la fois le côté psychologique, visuel de Oui. j'ai pas l'impression de bien manger et puis j'imagine, il y a une petite perte d'énergie aussi, au moment de la sèche qui peut être un peu dur si on Oui. d'un seul coup tu réduis de 1 000 calories par jour.
Ah oui, Ça la se ressent, quoi. transition, elle est oui, oui, complètement. C'est pour ça qu'on essaie d'y aller de manière progressive. OK. OK. Donc voilà, c'est globalement ce qu'on essaie de respecter, prendre le temps de bien faire les choses, d'avoir des résultats progressifs et de qualité aussi parce que, comme je le disais, le but, c'est de développer la masse musculaire et de réduire le tissu adipeux, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait pas une masse grasse trop importante associée. Ouais, et ils arrivent à la tenir combien de temps, la sèche, à peu près? La sèche, bah, ça dépend des résultats, souhaités. S'il y a une grosse perte de poids, généralement, on essaie de viser à peu près 500 grammes de perte par semaine pour préserver, en fait, la masse musculaire qu'on a développée en Mmh. amont. Après, c'est variable, ça dépend de l'objectif pondéral qui est souhaité, mais une sèche, ça peut être sur 2 3 mois, sans difficulté. C'est Après, dur. c'est pas une restriction, faut pas le voir comme un régime, mais plus voilà, il y a un déficit calorique et pour le coup, je fais vraiment attention à ce que la notion de plaisir soit présente dans l'alimentation. Donc je questionne tous les athlètes pour savoir, leurs habitudes, les aliments qui les tiennent à cœur et ou pour lesquels on ne fera pas d'impasse. Ils seront présents au menu tous les jours et voilà, il y aura pas vraiment de frustration, mais il y aura quand même un déficit calorique pour perdre de la masse grasse. OK. Ouais, c'est quand même dur, quoi, ça tape un peu dans les réserves, donc Oui, on le sent, quoi, en période de sèche, il y a des petites phases un peu avec, oui. des sautes d'humeur ou des moments un peu de frustration. Mmh. Est-ce que, on peut parler un petit peu de la fenêtre métabolique? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi c'est si important, effectivement, quand on parle de masse musculaire et de force? Alors la fenêtre métabolique, donc c'est une période post-effort, post-entraînement, où l'organisme est le plus à même de récupérer au niveau musculaire et énergétique. Donc c'est vraiment une période, un créneau où on peut profiter pour consommer donc les glucides et les protéines et optimiser donc cette récupération musculaire et énergétique. OK. Elle dure combien de temps, du coup? Alors le timing globalement c'est, donc dans la demi-heure, qui suit l'effort jusqu'à 2 3 heures après l'entraînement. Ça tend à évoluer un petit peu. Les études maintenant sont un peu plus ouvertes à agrandir cette fenêtre-là, d'autant plus si, il y a eu qu'un entraînement dans la journée. S'il y en a eu 2, c'est encore plus important d'optimiser la récup, post-effort qu'il y a pu avoir le matin par exemple. Mais par contre, d'avoir en tête que, voilà, que la recommandation que je donne en général aux athlètes, c'est que si dans l'heure qui suit l'entraînement, il y a pas de prise alimentaire, il y a pas de déjeuner ou de dîner, là, ça fait vraiment sens d'avoir une collation de récupération, où ça peut être, bah, mon fromage blanc avec, une banane, quelques noix, amandes, un peu de miel, enfin, quelque chose d'assez complet, glucides, protéines, quelques fibres, au contraire pour avoir l'action anti-inflammatoire, avec les fruits notamment. Et voilà, donc c'est un peu la recommandation à garder en tête, que si dans l'heure qui suit, il y a pas de prise alimentaire, j'intègre une collation. Et les 30 minutes, c'est parce qu'après l'entraînement, il y a un stress métabolique qui va freiner l'absorption des aliments à peu près? Bah, c'est plus le fait qu'à l'effort, le tube digestif, il est au repos. Toute l'énergie est en direction de la masse musculaire qui est fortement sollicitée. Donc c'est le temps d'irriguer en fait à nouveau, tout le système digestif et faire en sorte que l'absorption soit la plus importante possible. Après, ça tient compte aussi du fait que l'intensité de l'effort, elle joue sur l'hormone notamment de la faim qui est la gréline qui est moins perçue. Donc c'est le temps aussi de laisser à l'athlète, bah, l'appétit, revenir et pouvoir consommer donc une prise alimentaire de qualité. Mais après s'il veut le prendre dans le quart d'heure qui suit, c'est il y a pas de en soi la demi heure elle est assez flexible aussi honnêtement. OK. Est-ce qu'on peut, calculer, ses besoins caloriques justement pour prendre en force, prendre en masse musculaire? Si quelqu'un a envie de faire un petit peu ses petits calculs de son côté, est-ce qu'il y a des formules ou est-ce que tu as quelques chiffres que tu peux nous citer? Oui, alors moi personnellement, j'utilise la formule de Black et Hall, pour calculer donc le métabolisme de base de chaque individu, chaque athlète, qui tient compte donc du sexe de l'individu, de son âge, de sa OK. taille et de son poids. Donc ça le métabolisme de base, c'est les calories utilisées, brûlées en fait au repos par l'organisme chaque jour. Donc ça, c'est une première dépense. Vient s'ajouter à ça le NAP, donc le niveau d'activité physique,
en considérant donc la durée, l'intensité, le volume d'entraînement et ça me permet d'obtenir donc la DEJ, ce qu'on appelle la dépense énergétique journalière, où en fait je multiplie mon métabolisme de base par mon niveau d'activité physique. Et par rapport aux chiffres que j'obtiens, donc les calories, ça peut être 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, ça dépend des profils. Je viens placer un coefficient donc de l'ordre de 5 à 10 pour estimer mes apports alimentaires enfin supérieurs à ma dépense. OK. Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu de moyenne, pour un métabolisme de base, justement pour une femme ou un homme, en dehors du sport? C'est quoi? C'est pour une femme, c'est aux alentours de 2 000 calories par C'est jour? ça et l'homme, c'est plutôt 2005. En OK. général, les 2100 pour la femme, 2500 dans les stats un peu moyennes. Ouais, Après, encore une fois, voilà, ça dépend des profils. Sur des sports de force, d'endurance, les dépenses sont pas les mêmes. Donc bien derrière, sûr. on va individualiser, si l'athlète, il s'entraîne 5, 10, 15 ou 20 heures par semaine, là Ouais. encore, il aura pas les mêmes apports. Ouais, puis là, les montres nous aident beaucoup quand même parce que c'est assez précis, Ouais, de par plus rapport en à ça, plus. donc Mmh. c'est un bon indicateur. Ça permet effectivement de représenter un petit peu les calories, oui. Écoute, on a fait pas mal le tour. Peut-être, est-ce que, il peut, y avoir tu vois, des pièges à éviter ou des problèmes un peu que tu vois, de manière récurrente chez les athlètes qui ont un objectif de prise de force, vraiment? Et quelles sont un peu les erreurs, que tu as l'habitude de voir, dans les personnes que tu accompagnes? Comme je le disais au départ, le fait de négliger les glucides et de pas se rendre compte que prendre du poids, c'est très coûteux en énergie. En 2e erreur, je dirais le fait de sous-estimer l'importance du sommeil. En fait, tout le développement musculaire se fait, principalement la nuit aussi. Mmh. Donc, être vigilant sur un sommeil bon en qualité et suffisant en quantité. L'hydratation aussi, j'y reviens à chaque fois, c'est la 1re action, mais les muscles se composent à 70 d'eau, donc faire en sorte de s'hydrater suffisamment tout au long de la journée pour, heu, pour justement aider à ce développement musculaire-là. Oui et voilà, ne pas se focus uniquement sur la protéine, c'est très réducteur d'associer la prise de masse musculaire aux Mmh. protéines. C'est vraiment une globalité, au niveau des macronutriments et des compléments qui vont venir aider, comme on l'a dit, la créatine, la whey, enfin, c'est vraiment des aides qui peuvent, du coup, être intéressants pour, atteindre ces objectifs. Tu as mentionné, l'hydratation. Est-ce que, tu recommandes une eau, minéralisée, non minéralisée? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? On a vu que pour les gros pratiquants d'endurance, il pouvait y avoir un intérêt justement à minéraliser leur eau, pendant certaines courses. Aussi peut-être parfois avoir une eau, assez neutre quand même pour, dans les périodes un peu plus de repos pour drainer l'organisme. Est-ce qu'en cas de prise de force, est-ce que tu as une recommandation sur les eaux? Alors, c'est bien de varier un petit peu sur les apports hydriques dans le sens où Ouais. chaque eau minérale va avoir un petit peu ses apports qui lui sont propres. En post-effort, par rapport à toute l'acidité qui est générée, c'est bien de partir sur des eaux bicarbonatées qui ont vraiment cette capacité tampon face à, comme je le disais, à l'acidité générée. La protéine est aussi acidifiante alors, Mmh. pas, enfin, dans le cas où elle est excessive, mais ça reste quand même une petite acidité pour le corps. Donc ça peut être intéressant de tendre vers, ce type d'eau en récupération d'efforts physiques. Mais d'une manière générale enfin je reviens sur mon explication de l'hydratation, d'augmenter quand même dans le cadre d'une prise de masse musculaire de 500 ml supplémentaires sur une journée, l'apport hydrique. Tout simplement parce qu'on a des apports en protéines plus élevés et la Mmh. digestion des protéines induit en fait des pertes hydriques en interne. Donc ça déshydrate en réalité. Le fait de digérer les protéines, on utilise un petit peu d'eau aussi en interne, donc d'être vigilant pour même la santé rénale, le fait d'être à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, d'être soucieux d'être au moins hors activité physique à 2,5 litres, 3 litres d'eau, idéalement oui 2,5 litres, et ça c'est hors effort, où on va être Mmh. à peu près à 500-800 ml par heure d'effort. OK. Donc voilà, mais OK. vraiment oui, d'être vigilant parce que, c'est quand même conséquent à digérer toutes ces protéines pour les reins, donc Ouais. les aider en s'hydratant suffisamment. Ouais, l'organisme travaille plus donc de toute manière, Exactement. il faut l'hydrater et
et le nettoyer, voilà. Ouais, 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 complètement. Je pose des petites questions à la volée, pour la fin de l'épisode, mais est-ce que, il y a des limites, tu vois, sur les protéines en poudre à ne pas dépasser? J'avais déjà rencontré moi des athlètes qui se faisaient qui prenaient un shaker le matin, un le midi, un le soir. Attention à pas tomber dans l'excès quand même? Oui, faut pas que ça représente plus d'un tiers des protéines, globales sur la journée. Il faut quand même que la principale source de protéines provienne de l'alimentation Mmh. animale, végétale. On peut varier aussi, mais voilà, faut que ça reste minoritaire en apport par rapport à la protéine, issue de l'alimentation. Ouais. On a vu qu'il y avait, forcément, tu vois, un besoin de qualité Mmh. dans les protéines qu'on va consommer. Est-ce qu'il y a des labels ou en tout cas des critères de qualité sur, les protéines en poudre? Oui, alors le fait d'être sur une, whey isolate native, pour le coup, ça va être intéressant d'avoir, en fait, sa protéine qui est issue de l'industrie, pardon, laitière et non fromagère. Là, il y a vraiment une qualité qui OK. est qui est différente et effectivement d'avoir un ratio de protéines qui est le plus élevé possible. Le fait que ce soit une whey isolate, on est, chez NutriPure à 94 de protéines, ce qui Waouh! représente un ratio, assez conséquent et élevé donc par dose, voilà, on aura des bons apports en protéines. Donc ça, effectivement, c'est important d'être sur une whey qui est digeste, qui est délactosée, qui est pas à risque, sur la sphère digestive et qui est de qualité parce que sinon les intestins vont vite se faire sentir. Ouais. Ouais, puis sans, édulcorants aussi Oui. si jamais on le veut. On voit que c'est très populaire, d'avoir, forcément des petits additifs pour que ça soit un peu plus solide, que ça ait un meilleur goût, que ça mousse un peu, que ça soit plus agréable. Vous, faites un produit qui est très brut, très authentique et du coup qui sans on va dire ajouts un peu, non nécessaires, quoi. On essaie, oui, d'avoir le cahier des charges le plus, clean possible et de meilleure qualité pour avoir in fine un produit qui répond aux attentes et surtout aux besoins de nos consommateurs. Ouais. Ouais, puis attention, je sais qu'en regardant, des fois chez d'autres marques, effectivement on a des taux, de pourcentage de protéines qui sont beaucoup plus bas, hein, je crois que ça Bah, descend après, jusqu'à 60 on ou dissocie le poids, on le ouais, met en avant sur le site, mais entre le poids sec versus le poids humide, il y a 2 méthodes de calcul, qui diffèrent un peu. Donc le 94 c'est sur la le poids matière, sec. sur le poids sec, ouais, exactement. Donc Mmh. Ouais, sur même sur ça, je crois qu'il y a certaines protéines qui sont beaucoup plus basses, en tout cas. Oui, bah, après ça peut être une protéine, hydrolysée ou alors ça peut être, dans le cadre d'un gainer par exemple où on a associé Mmh. des glucides, des lipides, ce qui fait que forcément le ratio de protéines il est inférieur. Est-ce que ça peut être intéressant de varier, entre une protéine laitière et une protéine végétale? On voit que les protéines végétales quand même, touchent une certaine partie de la population. Les études montrent qu'elles sont assimilées peut-être un peu moins bien, un peu moins rapidement. Quel est l'écart, qu'on peut voir entre les 2? Est-ce que les 2 se valent? Alors, j'ai pas forcément d'infos sur la différence d'absorption entre les 2. En soi, c'est la protéine végétale, c'est une très belle alternative pour les personnes qui ont un régime qui est végétarien. Après, dans tous les cas, on a une absorption qui est intéressante, mais c'est plus au niveau alimentaire. Les protéines donc végétales, type légumineuses, oléagineux, la quantité de fibres induit ce qu'on appelle en fait une valeur biologique qui est inférieure à la protéine animale, puisque du coup, il y a tout ce process de digestibilité qui est un peu plus complexe avec l'apport en fibres. Donc c'est là où on peut noter des distinguos au niveau alimentaire. Après au niveau des poudres, j'ai pas d'indication, ni d'information si oui ou non il y a différence d'absorption. Mmh. C'est une belle opportunité pour varier et compléter ses apports en protéines, que ce soit, bah, issus du lait ou des protéines végétales. Chez vous, c'est à base de pois et à base de riz, Et de c'est riz, ça? exactement. Parce que il existe aussi du soja, il existe, à base de je sais plus quoi, il y en a plusieurs Ouais, après le différentes, mais soja avec les phytoestrogènes, c'est assez controversé, donc on on mmh, on est resté effectivement sur, protéines de pois et protéines de riz. On a la fameuse complémentarité protéique, hein, puisque la protéine végétale à elle seule ne dispose pas des 8 acides aminés essentiels, qui permettent la reconstruction, musculaire. Donc on doit compléter entre une protéine donc là pour le coup le féculent c'est le riz avec un oléagineux ou une légumineuse en fait, là pour le coup c'est enfin légumineuse et produits céréaliers qu'on associe.
pour obtenir Ok. l'équivalent d'une protéine animale. Et on peut voir tous les acides aminés qui sont écrits, qui sont L'aminogramme, présents. oui, exactement. Les EAA, donc les acides aminés essentiels, les BCA, il y a Ok. la totale. Donc, attention, peut-être le goût est un peu surprenant. Ça peut La changer. protéine végétale, oui, Sur il y la a protéine végétale, il y a un peu un le goût du goût, pois oui, qui se ressent, mais quoi. encore une fois, il y a des versions aromatisées maintenant, donc ça permet Ouais. justement d'avoir un côté un peu plus gourmand et, euh, et ce côté plaisir en prenant son shaker ou en l'intégrant même dans des petits déjeuners, dans des collations, ça se fait de plus en plus. T'as une petite recette un peu classique qui revient Même dans avec les les athlètes? pancakes, hein, j'y tiens Ouais. beaucoup avec mes pancakes, j'en mange souvent, mais Non, ça peut c'est être facile à faire. l'occasion de les intégrer, que ce soit la version, la protéine neutre ou avec même une protéine végétale pour les plus gourmands. Pardon, chocolat, protéine au chocolat pour les plus gourmands. Ok. Je sais qu'il y a la protéine d'œuf aussi. Vous en faites, vous? On n'en fait pas, non. Ok. Mais oui, oui, ça existe, mais non, on la propose pas Ouais, c'est de l'œuf chez nous. déshydraté. Après, il faut le C'est réhydrater. Tu ça. permets un peu de le cuire et tout. Ok. C'est ça, ouais. Après, l'œuf dans l'alimentation, c'est une bonne protéine en termes d'aminogrammes, c'est hyper complet et c'est intéressant pour le sportif, hein. C'est quoi le pack force qu'il y a chez NutriPure, du coup? Bah, le pack force, on va mettre en avant donc la whey Hmm. typiquement, la créatine qui va intervenir pour tous les bénéfices qu'on a cités et le collagène, il fera sens aussi, Ouais. pour mettre en avant, justement, toute la prévention des blessures. On est quand même Ouais. sur des sports, avec des charges qui sont lourdes, des sollicitations tendineuses, ligamentaires, articulaires qui sont hyper importante, donc le collagène, il fait sens aussi, dans ce cadre-là. Il permet de compléter aussi les apports en protéines, donc oui, globalement, ça va être ça, Ok. sur le pack. Bon, bah, je crois qu'on a donné toutes les clés Oui. et tous les outils aux auditrices et aux auditeurs qui souhaitent aller plus loin. On espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, que ça vous a éclairci dans justement votre souhait de progression. Si jamais vous avez envie de creuser, on vous mettra quelques ressources dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aller plus loin de votre côté. Si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sur YouTube ou sur Spotify. Maintenant, il y a aussi les commentaires. Posez-nous vos questions. Vous pouvez aussi nous les poser sur Instagram plutôt et on les lira dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. À Salut. bientôt.